Bonjour, je vous retrouve pour un nouveau commentaire de tableau, mais un peu différent aujourd'hui, puisque je vais vous parler de ce tableau apparemment absurde de Magritte, un peintre belge du XXe siècle, et vous parler du mouvement surréaliste auquel Magritte et cette œuvre en particulier peuvent être associés. À première vue, face à cette image d'une pipe avec la phrase « Ceci n'est pas une pipe », on a évidemment un sentiment d'inutilité, d'absurdité. Mais ce que je me propose de vous démontrer, c'est qu'au contraire, quand on a les clés pour comprendre la démarche, c'est une œuvre qui a beaucoup de sens et qui ouvre des portes vers énormément de réflexions qu'on va évoquer dans les minutes qui viennent. Alors déjà, essayons de comprendre le sens de cette image extrêmement bizarre. Elle nous apparaît absurde parce qu'on n'en fait pas une interprétation littérale. Qu'est-ce que c'est qu'une pipe? C'est un objet dans lequel on peut mettre du tabac et avec lequel on peut fumer. Mais si je vous donne ce tableau, vous êtes incapable de faire tout ça. Parce qu'effectivement, ça n'est pas une pipe réelle, c'est l'image d'une pipe. Et c'est cette distinction que Magritte introduit à travers cette œuvre, une image de quelque chose créé par l'homme, c'est juste une représentation, un symbole de cette chose, mais ça n'est pas la chose. Alors vous pourriez me dire que c'est une distinction un peu artificielle, inutile, entre une chose réelle et le symbole ou l'image, ou même le mot qu'on met dessus. Le mot pipe, comme l'image, n'est pas la chose, mais essayons de considérer, d'imaginer ce que ça implique. Ça veut dire qu'à chaque fois que, en tant qu'être humain, on fait une représentation de quelque chose, et même à chaque fois qu'on nomme une chose, on crée un signe, un symbole qui évoque cette chose, qui nous permet de communiquer, nous permet de nous représenter le monde mentalement, et donc on dédouble l'univers en créant autant de nouveaux signes, de nouvelles images qu'il existe d'objets ou de phénomènes dans le monde tangible, réel, qui nous entoure. On vit donc à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre monde mental, au milieu d'innombrables images, d'innombrables symboles, de signes qu'on a créés artificiellement, que seule l'espèce humaine connaît et dont elle se sert pour appréhender l'univers qui l'entoure. Mais ça veut dire aussi que le monde mental dans lequel nous évoluons n'est pas le monde réel
et qu'à chaque fois qu'on représente quelque chose, qu'on nomme quelque chose, on intercale entre le réel et nous des signes, des symboles virtuels qui ne sont pas la réalité, mais qui sont des créations humaines. Et on ne se contente même pas de dupliquer la réalité avec des mots, mais on peut parfois même la tripler, parce qu'à partir de ces mots, on fabrique des concepts, des métaphores. On peut prendre un exemple tout simple avec une table. Une table, ça peut être une réalité dans le monde tangible, dans le monde réel. Mais à partir de cette réalité, on a créé le mot table, où on peut dessiner une table, qui sont des signes, des symboles qui invoquent cette réalité aux yeux d'un être humain. Mais on peut aussi avoir des expressions comme la table des négociations ou à table, qui sont bien sûr pas des façons d'évoquer une table réelle. Si je vous dis à table, je fais une métaphore pour vous inviter à manger en invoquant ce concept de l'objet table. Mais cette distinction, ces différents niveaux entre le réel, le signe, la métaphore, ce sont des choses qui nous échappent dans la vie quotidienne et qu'on mélange constamment. Et c'est pour ça qu'en voyant ce tableau, on croit identifier un mensonge. Ceci n'est pas une pipe, alors que c'est une évidence. Ça n'est bien sûr pas une pipe, simplement une image qui n'a de sens que pour nous, et la confusion constante entre le réel et le symbolique nous a fait prendre une vérité pour un mensonge. Et donc maintenant, ce titre, la trahison des images, devient assez limpide, je pense. Les images viennent effectivement de nous trahir. Cette distinction entre le réel et l'image, c'est une préoccupation qui est très ancienne, à commencer dans les religions. Il y a eu un mouvement ancien qui s'appelle l'iconoclasme, et l'interdiction dans différentes religions comme l'islam, comme le judaïsme, comme différentes branches du protestantisme, l'interdiction de reproduire des images de choses sacrées en particulier, parce qu'il y a cette compréhension, cette conscience que l'image n'est pas la chose. L'image, c'est un produit de l'homme, et adorer une image revient à s'adorer soi-même, alors qu'il faudrait se tourner vers Dieu ou vers le sacré en général. L'iconoclasme, qui veut dire en grec la destruction des images, c'est justement une réaction pour effacer ces créations humaines, considérant qu'elles sont indignes de la chose sacrée ou même parfois du réel.
distinction entre ce réel dans lequel nos corps évoluent et ce monde mental qui est fait en réalité de signes, de symboles, d'images, de métaphores qu'on a inventées, fabriquées à partir de notre perception du réel. C'est quelque chose qui a depuis longtemps également intéressé la philosophie du langage, qui fait l'objet d'une science, d'une discipline qui s'appelle la sémiologie, l'étude des signes dans les sociétés humaines, qui est à la rencontre de la psychologie, de l'ethnographie, de la sociologie, et ça commence à nous rapprocher de la préoccupation qui est à la base du surréalisme. On utilise souvent le terme surréaliste comme synonyme de absurde, qui n'a pas de sens. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'est le surréalisme en tant que mouvement artistique, littéraire. Le surréalisme qui est apparu entre les deux guerres mondiales, notamment en France, part de la conception ou de la croyance qu'il y a une réalité, mais qu'elle nous est cachée ou rendue inintelligible par cette profusion de signes, d'images créées par l'homme, par la conscience également, qui se substituerait ou enterrerait un inconscient qui lui serait beaucoup plus réel que ce que nous prenons pour le réel. Et le surréalisme est une tentative, par différents procédés, de partir à la recherche de cette réalité, de cette vérité. Ça peut prendre différentes formes en peinture, avec ce type d'œuvre, en littérature ou en poésie, avec des écrivains qui se sont essayés à ce qu'on a appelé l'écriture automatique, c'est-à-dire essayer d'écrire sans réfléchir pour laisser directement s'exprimer l'inconscient, avec cette hypothèse que l'inconscient était la vérité ou plus proche de la vérité de ce que nous sommes en tant qu'être humain. Et il y a un autre tableau célèbre de Magritte qui s'appelle Le Fils de l'homme et qui lui aussi fait écho à cette préoccupation. Il représente un homme avec un manteau noir et une pomme qui est en lévitation devant son visage et qui nous cache ce visage. Qu'est-ce que ce tableau nous dit? Il est fait pour nous frustrer d'une certaine manière. On perçoit immédiatement que l'intérêt du tableau, sa vérité, c'est le visage de cet homme. Mais il y a cette pomme absurde et pourtant très visible qui nous cache cette vérité. Donc le visible, au lieu de nous révéler le monde, nous le dissimule
le déforme, et à travers cette toile, avec un certain humour aussi, Magritte invite à chercher la vérité et la valeur, ce qui est intéressant, au-delà de l'évidence visible, au-delà de ce monde mental dans lequel on évolue tellement librement qu'on ne le perçoit même plus et qu'on le confond avec le réel. Il y aurait beaucoup à dire sur le mouvement surréaliste lui-même, qui s'est épanoui en particulier dans les années 1920 et 1930. Ce tableau de Magritte, La trahison des images, a été peint en 1928 et le mouvement a ensuite décliné après la Deuxième Guerre mondiale. Et il y aurait donc beaucoup à dire parce qu'il est foisonnant d'idées, d'expérimentation, et derrière cette absurdité apparente des œuvres surréalistes, il y a un questionnement qui n'est pas du tout absurde. Mais c'est aussi un mouvement qui, sans cesse, se heurte à une sorte de paradoxe. Déjà parce qu'on ne sait pas véritablement si toutes ces tentatives nous rapprochent du réel, ou si elles ne sont pas simplement le fruit de l'imaginaire, d'associations d'idées déterminées, conditionnées par toute cette forêt de symboles et de signes qu'on a intégrés en tant qu'être humain. Et également parce que pour communiquer, pour transmettre des idées, des émotions, des découvertes, il faut faire appel aux mots, aux images, aux métaphores, à tous ces symboles qui, en même temps, sont ceux qu'on veut écarter pour faire apparaître le réel. Et c'est pour ça que on peut être un peu déçu, même si ça n'est qu'un avis personnel, par le décalage entre l'ambition, la vision du surréalisme et la production artistique et littéraire de ce mouvement qui peut par moments apparaître gratuite, dénuée finalement de sens, et dont on ne sait jamais si c'est véritablement une avancée vers la réalité ou simplement une couche supplémentaire de métaphores et d'inventions qui vient s'ajouter à la confusion déjà existante. Toujours est-il que ce mouvement a nourri la pensée et la création artistique, la philosophie, les sciences sociales, la psychologie, et donc il a eu un héritage qui reste encore important aujourd'hui, même si il n'y a plus grand monde pour se réclamer du surréalisme. J'espère, comme toujours, que ce moment passé ensemble vous a intéressé, peut-être appris quelque chose, et donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.